Bonjour, on va travailler aujourd'hui sur l'utilisation par Flaubert du procédé de la dubitation en relation avec son utilisation du conditionnel présent. Alors, avant de commencer, toi, tu traduis pour ton voisin. Toi, tu t'en vas parce qu'il faut que tu refasses l'évaluation pour laquelle tu n'étais pas là. Vous deux, vous avez le polycopier parce que vous n'étiez pas la dernière fois pour suivre ce qu'on va dire. Vous coupez vos téléphones et Kevin, t'arrêtes de manger ton livre. C'est bon? Pas de questions? Oui? Comment ça, vous savez pas ce que c'est qu'un verbe? Le bilan de l'école française au sortir de la Seconde Guerre mondiale n'est pas sans critique. En effet, les réformes structurelles imposées par Ferry et poursuivies par les ministres qui lui succèdent ont endigué le risque de disparition de l'école publique et donné une forme stable à l'enseignement en France. Mais l'objectif d'égalité sociale permettant une confraternité nationale n'a pas été atteint. Le monde scolaire a été longtemps organisé en France en deux ordres d'enseignement cloisonnés. L'enseignement primaire, prolongé par l'enseignement primaire supérieur, et l'enseignement secondaire, qui disposait de classes élémentaires. La population scolaire française est ainsi clairement divisée en fonction des classes sociales d'appartenance. Donc on avait deux pôles bien séparés, un pour les riches, un pour les pauvres. Et les pauvres, ils savaient où ils devaient aller. C'était ça ce qu'ils appelaient le bon vieux temps. La distinction des circuits se fonde sur une différence de structure. Les élèves ont le choix entre des établissements offrant leur propre parcours, avec leurs enseignants spécifiques, leur durée caractéristique et leurs diplômes différents. Ces structures scolaires sont bien choisies par les élèves en fonction de leur milieu social, en correspondance avec les ambitions propres de la famille. L'orientation et la sélection est ainsi faite en amont de l'école, ayant pour conséquence la présence d'un public homogène dans les établissements scolaires et une absence de réflexion pédagogique de la part des enseignants qui ont adapté leur façon de faire à un type d'audience précise et déterminée. Une telle situation, contraire à l'esprit même de la démocratie égalitaire, explique l'apparition en 1944 d'un plan de refonte complet du système scolaire proposé dans le cadre du CNR, voulant rendre l'école plus conforme à l'esprit d'une justice sociale. Tiens, encore un plan, un grand projet, une grande réforme qu'on ne va pas appliquer. Le plan Langevin-Vallon prévoyait un enseignement laïque, gratuit, obligatoire, jusqu'à 18 ans, avec un corps professoral unique, désormais recruté après le baccalauréat, suivi d'une formation de 2 années en école normale. De telles dispositions impliquent la transformation du monde scolaire français en un système unifié où primaire et secondaire ne seraient pas seulement fusionnés dans un même processus de formation, mais seraient pensés dans une continuité complémentaire, notamment au niveau des programmes et du curriculum. L'idée de système impliquant en effet de déterminer la place de chaque chose et la relation entre ce qui précède et ce qui suit. Alors, pour que ça devienne un système scolaire, il va falloir attendre la charte des programmes. 1992. Ah, c'est pas des rapides, non, c'est pas des rapides. Ce plan, prenant en compte les problématiques sociales et psychologiques, insiste sur la question de l'orientation comme un élément déterminant de la reproduction sociale. Les élèves ne doivent pas suivre des voies en fonction de leur origine sociale, mais bien en fonction de leurs aptitudes qu'il convient désormais de déterminer objectivement par l'intervention de psychologues scolaires, et ce pendant un cycle d'observation se tenant au début du secondaire. En cherchant l'unification des prédispositions de chacun avec ses futures fonctions, ce projet achève la mise en relation de la scolarité et de l'économique. L'école ne lutte pas seulement contre la ségrégation et la discrimination sociale venant parfois sous la forme d'une aliénation chez les individus, elle se met au service d'une organisation productive qu'elle vient étayer et parfaire. Si on résume, la démocratisation de l'école, c'est ramener tout le monde vers le job pour lequel il est le plus adapté. Bienvenue dans le meilleur des mondes. Ce plan, présenté près de 3 ans après la formation de sa commission, rencontre finalement un contexte politique en pleine transformation et une situation politique compliquée, le menant au pur et simple abandon. Toutefois, il devient une référence fondamentale donnant les objectifs visés par toute réforme de l'éducation.
L'enseignement en France doit devenir un système unifié, servant une véritable justice sociale et réalisant une égalité nécessaire à une république démocratique. Ainsi, la seconde moitié du XXe siècle est une époque de transformation profonde de l'école en France, produisant un véritable changement de nature de celui-ci, sans toutefois que l'on puisse identifier précisément une réforme responsable de cette mue. La métamorphose se produit par une série d'effets cumulatifs se manifestant dans la constante redéfinition des noms des structures, ainsi que de leur mission. Entre 1945 et 1976, les établissements scolaires, ils ont changé 3 fois de nom et 3 fois de mission. Alors, faut imaginer la situation. Oui, bonjour, vous voulez inscrire votre enfant dans le collège? Alors, c'est dommage parce que ça n'existe plus. Maintenant, ça s'appelle des CEG ou des CET. Attendez, non, ça a encore changé. Maintenant, c'est un CES. Ah bah non, en fait, non, c'est encore changé. Maintenant, ça s'appelle encore un collège. Enfin, les parents, ils ont dû devenir fous. Mais fous, quoi. Ces réformes visent, semble-t-il, un objectif de démocratisation et d'égalité dont on cherche à se rapprocher progressivement, mais elles aspirent en même temps à s'adapter aux profondes mutations sociales et économiques qui ne peuvent qu'ébranler l'école qui les rencontre, nécessairement. L'après-guerre, marquée par une très forte poussée de la natalité, oblige un système scolaire à se modifier pour accueillir un flux d'enfants qui, depuis 1936, a une scolarité obligatoire jusqu'à 14 ans et finalement jusqu'à 16 ans à partir de 1959. Le nombre d'établissements scolaires, du primaire puis du secondaire, est tout simplement insuffisant, comme le personnel chargé de l'enseignement. Cette crise scolaire n'est toutefois pas la seule rencontrée par le pays, qui voit s'alterner des périodes de faste économique avec des chocs modifiant la société en profondeur. Le monde n'est plus celui de la stabilité et de la répétition. Les transformations techniques et géopolitiques influencent la naissance d'un individualisme consumériste qui change complètement le rapport à la nation, à l'éducation et donc à l'école qui jusque-là les unifiait. C'est comme si les parents disaient « En ce monde, même nous ne sommes pas en sécurité chez nous. Comment s'y mouvoir, quel savoir, quel bagage acquérir sont pour nous aussi des mystères. Vous devez essayer de faire de votre mieux pour vous en tirer. De toute façon, vous n'avez pas de compte à nous demander. Nous sommes innocents. Nous nous lavons les mains de votre sort. » Non mais va expliquer maintenant à un gamin qu'il faut travailler dur à l'école quand le gamin il voit que sur les réseaux sociaux, il y a des décérébrés qui arrivent à faire fortune en vendant l'eau de leur bain. Donc, je propose un sujet de dissertation. Vous chercherez des arguments défendant l'idée qu'il faut travailler dur à l'école. Allez les gars, vous avez 4 heures, cassez-vous la tête. Les modèles familiaux et d'éducation se sont radicalement transformés et dans cette tourmente, il devient difficile pour l'école d'atteindre son objectif d'unification de la société à travers l'égalité. Pire, en cherchant la réalisation de l'égalité, le système éducatif finit, semble-t-il, par produire son contraire absolu, comme le montrent chaque année les résultats du pays aux études internationales. L'école française accentue les inégalités entre les élèves et le poids de l'origine sociale sur les performances des élèves y pèse bien plus qu'ailleurs. Cette situation est d'autant plus intolérable que nous ne cessons de légitimer l'école en France au nom de l'égalité des chances et de l'ascenseur social. L'écart de réussite entre les milieux sociaux devient patent, montrant toute une frange de la population visiblement programmée pour l'échec scolaire. Dans une telle situation, qu'en est-il de l'égalité et de la démocratisation dans le système scolaire français? Pourquoi peine-t-il à atteindre son objectif? Quelle contradiction s'y manifeste? Quelle égalité est aujourd'hui visée? Non, mais on va pas commencer sur cette histoire de baisse de niveau. Oh, ma fille a eu le bac avec 22 sur 20. Bah, c'est que l'intelligence, elle augmente. Voilà, hein, le niveau monte. Évoquer la démocratisation scolaire n'est pas sans demander une précision conceptuelle afin d'éviter un malentendu. En effet, nous pouvons entendre par là un accès au système scolaire pour un plus grand nombre d'élèves et durant une période plus longue. Permettre à un nombre croissant d'élèves d'avoir accès à l'enseignement et aux examens, sorte de massification de l'enseignement, est un moyen de garantir une forme d'égalité statistique et quantitative, refusant une sélection illégitime à l'entrée des établissements. Toutefois, cette démographisation n'est pas sans poser problème. Amener une classe d'âge à un examen n'est pas assurer nécessairement sa réussite à ce dernier, et donc d'avoir lutté contre les discriminations dont il souffre.
En cela, les années 80 vont être l'occasion d'une modification du mot d'ordre scolaire. Il n'est plus seulement question de repousser l'âge de la sortie de l'école et de conserver une population scolaire dans une enceinte, mais de procéder à une démocratisation qualitative, c'est-à-dire à une augmentation du niveau scolaire des élèves. C'est le fameux 80% d'une classe d'âge au baccalauréat, et puis le 50% avec un diplôme du supérieur. C'est quoi l'effet? L'inflation des diplômes. Il vaut quoi ton bac plus 5 quand tout le monde en a un? Pas grand-chose. Démocratiser, c'est augmenter le nombre de diplômés, critère objectif et instrument de mesure de l'augmentation du niveau intellectuel global. Un tel objectif garantit à sa manière l'affaiblissement du lien entre niveau de réussite scolaire et origine sociale et veut faire de la réussite scolaire la garantie d'une réussite sociale. L'école devient donc le lieu de la recherche de la promotion sociale, offerte visiblement à tous, chacun ayant simplement à s'en saisir selon le principe de l'égalité des chances. Mais cette démocratisation est-elle réelle et efficace? Premièrement, le discours de promotion sociale et l'augmentation du nombre de diplômés ne sont pas sans poser un problème de concurrence au sein des établissements scolaires. C'est ainsi que les familles commencent à faire une distinction entre les diplômes, les établissements et les filières, cherchant ce qui incarne l'excellence et permet la distinction. Devenus consommateurs d'écoles, mettant en place des stratégies scolaires, les parents cherchent à s'approprier tout ce qui permet de discriminer leurs enfants de la masse. Paradoxalement, l'État se montre prompt à permettre ce genre de calcul. La publication des résultats des établissements scolaires, la mise en place de projets d'établissement, l'assouplissement de la carte scolaire, la conservation des filières d'excellence et le principe d'un bac à la carte sont autant de moyens fournis par l'État aux familles de créer des réussites inégales. C'est dans cet esprit que Najat Vallaud-Belkacem a supprimé les classes à Bibac, où on sait que les classes sociales favorisées avaient toute tendance en fait à se stocker. Classe remise tout de suite en place par Blanquer. Voilà, faut pas chercher la cohérence. Deuxièmement, l'échec scolaire devient de fait un véritable problème pour l'école qui se retrouve non seulement responsable de l'échec social d'un individu, mais se met aussi par là en complet désaccord avec son principe d'égalité. Surtout que cet échec est marqué socialement. La question s'est rapidement déplacée évidemment sur l'usage de la notation. Passer de l'examen au contrôle continu, proposer des auto-évaluations, imposer la bienveillance pensée par certains comme un laxisme, ou tout simplement supprimer les notes. L'essentiel est donc, comme il se doit, hors de l'école. Faire en sorte que l'échec dans l'école n'entraîne pas immanquablement l'échec hors de l'école. Le problème est tout simplement mal posé, confondant les questions scolaires, mauvaises notes, mauvais élèves, avec des questions d'insertion sociale, chômage, sortie sans diplôme. Mais la confusion est faite et selon certains, une solution s'est esquissée. Baisser le niveau d'exigence pour faciliter la réussite. En 1954, Hannah Arendt dénonçait le problème de l'illettrisme qu'on trouvait dans les écoles, le fameux coup du petit John qui sait toujours pas lire. 70 ans plus tard, en 2024, on a quoi? La moitié des sixièmes qui savent pas combien il y a de quarts d'heure dans 3 quarts d'heure. Non, mais il n'y a pas de problème. La critique de la notation comme responsable de la baisse du niveau n'est toutefois pas considérée comme la cause originelle du problème. En amont du phénomène, la critique porte sur une réforme hautement symbolique et conforme au principe d'égalité, la réforme du collège unique de 1975, dite réforme Haby. Fortement critiquée dès l'origine, alors qu'elle se veut la réalisation de l'esprit du plan Langevin-Wallon, la réforme Haby a simplement supprimé 4 filières qui existaient jusqu'alors pour proposer un collège égal pour tous, repoussant la question de l'orientation le plus tard possible pour éviter les orientations déterminées socialement. Si cette réforme généralise la mixité obligatoire dans tous les niveaux scolaires et impose définitivement l'idée d'un système scolaire unifié autour d'un collège unique, précédant les choix des filières, elle reste l'objet de toutes les critiques. C'est au niveau du collège que les fragilités de l'école unique sont les plus manifestes. Les écarts entre les valeurs scolaires des élèves plus ou moins masquées jusque-là s'y révèlent dans leur crudité. Pour une majorité d'enseignants, le collège unique est un pari utopique auquel il conviendrait de renoncer. Alors, s'il y a un consensus sur la critique
du collège unique, ce qui est intéressant, c'est que bien évidemment, sa remise en question serait la remise en question d'un principe égalitariste. Donc on n'y touche pas. Hein, quoi? Ils ont remis en place les classes de niveau? Rapidement, le problème a été identifié. La question est finalement pédagogique. Le système scolaire, survalorisant les compétences verbo-conceptuelles, se caractérise par une ambition intellectuelle spécifique, l'amenant à mépriser bon nombre d'enseignements d'une autre nature. L'effet d'un tel choix est une fixation pédagogique sur le cours magistral, moyen économique de transmettre un maximum d'informations dans le peu de temps que les emplois du temps et les programmes imposent. L'échec du collège unique tient au fait que nombre d'élèves non préparés à ce type d'enseignement se sont retrouvés confrontés à des enseignants qui n'étaient pas armés pour le public hétérogène. De là l'émergence de procédures pédagogiques nouvelles comme l'aide au travail personnalisé venant repenser le modèle de transmission du savoir. La pensée pédagogique n'est pas nouvelle, le 19e avait démontré des trésors d'inventivité et d'expérience, mais armée de la psychologie, elle devient désormais un discours prégnant et déterminant d'exercice scolaire. Bon alors, ce qui est drôle avec la pédagogie, c'est que les mecs, ils choisissent quand même ce qu'ils veulent, hein, parce qu'au 19e, il y en avait un, c'était Jacques Cotto, il y est allé pas avec le dos de la cuillère, hein, lui au niveau pédagogique. Il avait décrété que tout système éducatif abrutit. Ah, c'est marrant, celui-là, ils l'ont pas gardé. Non, ils l'ont pas gardé. Cette approche ne va pas sans critique et c'est ainsi que l'on voit émerger une dénonciation du pédagogisme, comme la solution à tous les problèmes de l'école. La pédagogie trouve une résistance de principe dans le fait qu'elle représente à sa manière une taylorisation du métier. Contraint d'appliquer un savoir suivant un modèle déterminé par un autre, l'enseignant perd sa liberté pédagogique et devient un simple ouvrier du savoir dont la tâche a été pensée par un autre. D'ailleurs, l'idée même d'une théorie pédagogique adaptable à tout savoir transforme ces derniers en de simples éléments opératoires transposables, conduisant in fine à un appauvrissement du contenu au profit de la seule forme, devenue à elle-même sa propre fin. La pédagogie, devenue une science de l'enseignement en général, au point de s'affranchir complètement de la matière à enseigner. Est professeur celui qui est capable d'enseigner n'importe quoi. Sa formation lui a appris à enseigner et non à maîtriser. La disparition de la maîtrise du savoir implique la disparition en même temps de ce qui fait l'autorité du maître, impliquant donc de nouveaux problèmes, ceux de la discipline. Alors, si on résume la situation, après les années 70, dans les années 80, on a décidé de mettre l'enfant au centre du système éducatif, on a décidé de réduire le niveau des savoirs, et en même temps, on a retiré la structure disciplinaire. Ben, il reste pas grand-chose. Hein. Ça va pas être facile de tenir une classe. La question de la pédagogie cache en deçà le véritable problème de l'orientation des élèves. Désormais, la sélection ne se fait plus en amont de l'école. L'avènement d'un système scolaire cohérent, c'est l'attribution à l'école d'une fonction de sélection sociale. La création d'un système scolaire rentre donc en contradiction avec son propre principe qui est de démocratiser et égaliser, expliquant les incohérences auxquelles élèves, parents et enseignants se confrontent. C'est ainsi que nous pouvons souligner un certain nombre de paradoxes démontrant une forme de contradiction dans les politiques éducatives menées et définissant une cible égalitaire bien loin de celle qui était originellement visée. Donc on a une guerre politique opposant deux pôles politiques qui ont deux visions séparées de l'école. Et donc ça explique avec l'alternance qu'il y ait des incompatibilités ou des incohérences d'une réforme à une autre. Mais à chaque fois, ils sont d'accord sur un truc. On va pas donner plus. L'argent, c'est toujours le truc qui manque. L'arrivée des socialistes au pouvoir en 1981 sonne pour beaucoup l'espoir d'une réforme du système scolaire considéré comme inégalitaire, notamment depuis les travaux de Bourdieu sur les notions de capital culturel et reproduction sociale. Il fallait réduire à l'école la part de la grande culture légitime en rendant le contenu moins savant et les formes plus conviviales, plus adaptées aux sociabilités des enfants des classes pauvres. Le premier effet d'une sorte de discrimination positive passant par un appauvrissement des contenus est en réalité un véritable mépris pour les enfants de la classe ouvrière, considérés comme incapables et désintéressés par la culture. À cela s'ajoute surtout un véritable débat sur la conception de l'égalité visée par l'école et la société.
se cristallisant autour de deux pôles. D'un côté, les républicains vantant un modèle méritocratique fondé sur une égalité citoyenne, mais ne prenant pas en compte les inégalités précédant la scolarisation, et d'un autre côté, les réformistes vantant une égalité des chances, cautionnant paradoxalement l'inégalité qu'ils prétendent réduire. Alors, l'école, c'est facile, il y a deux modèles. L'école sanctuaire, qui connaît pas la société, qui connaît pas l'inégalité sociale, on est totalement coupé. Puis l'autre modèle, celui qui assume qu'il y a de l'inégalité et donc on pourra rien y faire. Dans les deux cas, on a un problème avec l'égalité, parce que l'école, dans un cas, soit elle peut rien faire contre, ça la dépasse, soit elle invente en fait, elle donne, hein, elle est la seule, la dernière structure qui parle d'égalité. Mais alors dans ce cas, elle prêche dans le désert, parce qu'elle ne changera pas la société. Les soucis financiers ont poussé le système scolaire à une forme de décentralisation, transférant depuis les années 80 certaines gestions aux pouvoirs locaux. Si les écoles ont toujours été sous la responsabilité des mairies, les collèges et lycées deviennent, pour leurs bâtiments puis pour leurs fournitures et équipements, sous la responsabilité des départements et régions. La conséquence d'un tel transfert de compétences est l'inégalité de moyens qui déjà se trouvait au cœur des problèmes du primaire. En fonction de leur implantation dans les territoires plus ou moins favorisés, les établissements n'offrent donc pas les mêmes conditions d'apprentissage aux élèves. C'est pour ça qu'on a inventé les ZEP, les zones d'éducation prioritaire. On partait du principe qu'on allait travailler sur un territoire. Mais ça, c'est fini. Même si depuis 1996, on reconnaît qu'il y a plus de 700 zones urbaines sensibles. Cette inégalité urbaine, centralisant les problèmes sociaux à quelques lieux déterminés, révèle toute la difficulté de la mixité sociale dans l'école républicaine. La question n'est pas simplement scolaire, mais aussi urbaine, et la scission de deux ministères n'aide nullement à trouver des solutions qui rentreraient de toute façon en conflit avec le libre choix laissé aux individus et garanti par l'État. En conséquence, même si elle est imposée par le principe d'égalité et même si le code de l'éducation l'impose aussi, la mixité sociale reste un vœu pieux, sans véritable effectivité, surtout quand on rappelle qu'aucun texte ne précise et ne réglemente clairement ce que ce concept contient. De toute façon, il n'y a plus de carte scolaire. C'est simple, les gens peuvent s'inscrire où ils veulent. C'est les établissements scolaires qui décident s'ils prennent ou pas des candidats. Pas sûr que ça va faciliter la sélection sociale, ça. Non, je suis pas sûr. Le cas de la mixité sociale permet de souligner le problème de l'écart existant entre les textes de loi cadrant le système éducatif et la réalité de leur application, parfois totalement différée. Ainsi, si nous pouvons rappeler que depuis 2005, dans le cadre de l'égalisation des parcours pour les personnes souffrant de handicap, la France commence une politique inclusive imposant une mise aux normes des bâtiments scolaires. Une telle mise aux normes est rappelée dans les textes de 2013 et 2015 et n'est toutefois pas encore achevée dans bien des établissements, montrant une application partielle et variable des textes et donc de l'égalité qu'elle cherche à réaliser sur le territoire. Même problème avec les AESH. Tu remplis un dossier, tu as le droit à une aide humaine, on va te la donner. Enfin, quand on aura trouvé quelqu'un. En conséquence, l'école française, en difficulté face aux inégalités socio-économiques, concentre alors sa lutte contre les inégalités et discriminations sur des sujets plus génériques et sociétaux, tels par exemple la lutte contre la violence, dont on ne détermine pas les différentes natures et par conséquent les moyens réels d'y répondre, se limitant finalement alors aux seules violences physiques, qui sont les plus manifestes et spectaculaires, ou encore à des thèmes au contraire très précis et déterminés, tels que le racisme et l'antisémitisme. Telle encore la lutte contre les ségrégations sexuelles de tout type, égalité homme-femme, homophobie, transphobie, dont l'école assure la responsabilité, cherchant à éduquer l'élève pour transformer les usages collectifs. La classe devient une sorte de communauté utopique, telle une partie cherchant à transformer le tout. L'effet d'un tel lien entre école et société est le constat que nous pouvons faire de son inversion. On pense la société tout entière comme une école. Il n'y a pas beaucoup de cours sur les causes de la violence. La violence économique, la violence sociale, tout ça, on va pas trop en parler. C'est pas porteur.
Moralité, il n'est pas d'école démocratique sans une réforme du modèle du savoir lui-même, mais la difficulté est alors de parvenir à une telle transformation, sans déperdition, perdant l'école dans un difficile jeu d'équilibrage entre la recherche de l'égalité et le maintien de la méritocratie élitiste. L'objet de l'école démocratique n'est pas un simple projet statistique d'élèves ou de diplômés, mais le débat fondamental de la mission de l'école même.